Imagine, et si tout ce que tu croyais savoir sur l'amour était faux? Et si ce sentiment que tu idéalises, que tu poursuis, que tu espères, cachait en réalité des vérités beaucoup plus dérangeantes que ce qu'on t'a toujours raconté? Pourquoi certaines relations intenses te détruisent? Pourquoi tu peux aimer quelqu'un et pourtant souffrir autant? Pourquoi l'amour te réveille là où ça fait le plus mal? Et pourquoi ce qui te fait vibrer aujourd'hui peut te briser demain? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si l'amour n'était pas seulement une promesse de bonheur, mais aussi un miroir brutal de qui tu es vraiment? Aujourd'hui, on va parler de 10 vérités troublantes sur l'amour. Des vérités qu'on ne t'apprend pas, des vérités inconfortables, mais indispensables si tu veux aimer mieux sans te perdre. Vérité numéro 1. L'amour ne suffit pas à faire durer une relation. C'est comme avoir un moteur puissant dans une voiture. Sans volant ni frein. Oui, ça avance. Mais sans direction, sans contrôle, sans entretien, tu finis forcément dans le mur. En amour, le sentiment est le moteur. Mais ce n'est pas ce qui maintient la relation sur la durée. On nous a fait croire que si l'amour est fort, tout le reste suivra. C'est faux. Une relation tient grâce à la communication, la maturité émotionnelle, la gestion des conflits, le respect, la cohérence entre paroles et actes, la capacité à faire des compromis, la sécurité affective. Tu peux aimer quelqu'un sincèrement et pourtant ne pas savoir aimer correctement. Aimer ne veut pas dire savoir écouter. Aimer ne veut pas dire savoir gérer la frustration. Aimer ne veut pas dire être prêt à construire. Sans ces piliers, l'amour devient intense, mais instable. Je suis sûr que tu as vécu cette situation, une relation où il y avait des sentiments forts, une attirance évidente, une connexion réelle, mais aussi des disputes répétées, des incompréhensions, de la fatigue émotionnelle. Et tu te disais, mais pourtant, on s'aime. Oui. Mais l'amour n'était pas soutenu par les fondations nécessaires pour durer. Les chiffres sont clairs. Selon une étude de l'American Psychological Association, plus de 65% des séparations ne sont pas dues à un manque d'amour, mais à des problèmes de communication, de gestion émotionnelle et d'attentes incompatibles. En clair, l'amour est indispensable, mais sans maturité et structure, il ne suffit jamais. Vérité numéro 2, on peut aimer profondément quelqu'un et quand même devoir le quitter. C'est comme tenir une corde qui brûle ta peau. Plus tu la serres par amour, plus tu te fais mal. Et parfois, lâcher n'est pas un manque d'amour, c'est un acte de survie émotionnelle. Aimer quelqu'un ne garantit pas que la relation est saine. Tu peux aimer et être malheureuse, et te sentir seule, et te perdre, et t'épuiser, et ne plus te reconnaître. L'amour ne transforme pas automatiquement une relation toxique en relation saine. Il ne règle pas les incompatibilités profondes. Il ne guérit pas les blessures non travaillées. Il ne rend pas quelqu'un prêt s'il ne l'est pas. Parfois, rester par amour, c'est se trahir soi-même. Et partir, malgré les sentiments, devient la seule façon de se respecter. Je suis sûr que tu as déjà vécu ou vu cette situation. Deux personnes qui s'aiment sincèrement, mais qui se font mal, se blessent, se fatiguent émotionnellement. Tu te dis, pourquoi ils ne s'en sortent pas alors qu'ils s'aiment? Parce que l'amour n'est pas toujours compatible avec la paix intérieure. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, plus de 70% des personnes ayant quitté une relation conflictuelle déclaraient encore aimer leur partenaire au moment de la rupture. En clair, on ne quitte pas toujours par manque d'amour. On quitte parfois parce que l'amour seul ne suffit plus à protéger. Vérité numéro 3. Ce qui t'attire au début peut devenir ce qui te fait souffrir plus tard. C'est comme une musique que tu adores au début. Tu la mets en boucle, elle te fait vibrer, puis, à force, elle devient fatigante, presque irritante. En amour, ce qui te fascine au départ peut, avec le temps, se transformer en source de douleur. Au début, tu es attiré par son indépendance, plus tard, tu la vis comme de la distance. Son mystère, plus tard, tu le ressens comme du silence. Son intensité, plus tard, ça devient de l'instabilité. Sa liberté, plus tard, tu te sens en insécurité. Sa force de caractère, plus tard, ça devient de la rigidité. L'attirance naît souvent d'un déséquilibre ou d'une différence qui stimule. Mais si cette différence n'est pas équilibrée par de la communication et de la maturité, elle finit par créer de la frustration.
Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu te disais « c'est exactement ça que j'aimais chez lui, elle ». Et pourtant, c'est devenu ce qui te faisait le plus souffrir. Et tu te demandais « comment quelque chose qui me plaisait autant a pu devenir si douloureux ?» La réponse est simple. L'amour amplifie ce qui est là, le bon comme le difficile. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Individual Differences, 68% des conflits de couple sont liés à des traits qui étaient initialement perçus comme attirants, mais qui deviennent problématiques sans ajustement mutuel. En clair, l'amour n'efface pas les traits de personnalité, il les met en lumière. Vérité numéro 4, l'amour réveille toujours nos blessures les plus profondes, c'est comme appuyer sur une vieille cicatrice. Tu peux vivre normalement pendant des années, mais dès qu'on touche cet endroit précis, la douleur revient instantanément. En amour, les relations intimes appuient exactement là où ça fait mal, là où tu n'es pas totalement guéri. L'amour ne crée pas les blessures, il les révèle. Parce qu'aimer, c'est s'exposer à la peur de l'abandon, au rejet, à l'insécurité, à la dépendance affective, au manque de reconnaissance, à la peur de ne pas être assez. Plus la relation est importante, plus elle touche profond. C'est pour ça que des réactions parfois exagérées apparaissent. Une jalousie intense, une peur panique de perdre l'autre, des disputes disproportionnées, un besoin excessif de contrôle ou de validation. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est la blessure que l'amour a réveillée. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une petite chose, un message tardif, un silence, une remarque, a déclenché une émotion énorme en toi. Et tu te disais, pourquoi ça me touche autant ? Parce que ce n'était pas juste le présent, c'était tout ton passé émotionnel qui remontait à la surface. La science le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Attachment Theory, les relations amoureuses activent directement les schémas d'attachement formés dans l'enfance dans plus de 75% des cas. En clair, l'amour n'est pas seulement une rencontre avec l'autre, c'est aussi une rencontre brutale avec soi-même. Vérité numéro 5, on ne tombe pas amoureux par hasard, mais par schéma inconscient, c'est comme suivre toujours le même chemin sans t'en rendre compte. Tu changes de décor, de visage, de prénom, mais tu arrives souvent au même endroit. En amour, nos choix ne sont pas aussi libres qu'on le croit. Ils sont largement guidés par des schémas inconscients construits très tôt. On tombe amoureux de personnes qui réveillent des émotions familières, des dynamiques déjà connues, des rôles que l'on a appris à jouer, des blessures non résolues, des besoins anciens jamais comblés. Même quand ces schémas nous font souffrir, ils nous attirent parce qu'ils sont connus. Le cerveau préfère le familier au sain. C'est pour ça que certaines personnes disent « je tombe toujours sur le même type de partenaire ». Ce n'est pas de la malchance, c'est une répétition inconsciente. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, avec le recul, tu as remarqué un motif, des partenaires émotionnellement indisponibles, des relations intenses mais instables, des personnes distantes ou au contraire trop dépendantes. Et tu te disais, pourquoi j'attire toujours ça ? Parce que quelque chose en toi le reconnaît, même si ça te fait mal. Selon une étude publiée dans le Journal of Attachment and Human Development, près de 80% des individus reproduisent inconsciemment les mêmes schémas relationnels d'une relation à l'autre, tant qu'ils n'en prennent pas conscience. En clair, on ne tombe pas amoureux par hasard. On tombe amoureux selon ce que notre inconscient connaît déjà. Vérité numéro 6. Le manque crée parfois plus de désir que la présence constante. C'est comme un parfum, quand il est trop fort, il écœure, mais quand il est subtil, il attire et intrigue. En amour, la présence constante ne crée pas toujours plus de désir. Parfois, c'est l'absence, bien dosée, qui ravive l'envie. Quand quelqu'un est toujours disponible, toujours là, toujours accessible, le cerveau s'habitue, l'émotion se stabilise et le désir peut s'endormir. A l'inverse, le manque crée de la projection, de l'anticipation, de l'imagination, de la valeur perçue, une tension émotionnelle. Le désir naît souvent dans l'espace entre deux présences, dissonance, pas dans la fusion permanente. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quand quelqu'un te laissait de l'espace, tu pensais plus à lui ou à elle. Quand quelqu'un était trop présent,
Tu te sentais parfois étouffé et sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était pas un rejet de l'autre, c'était un besoin de respiration émotionnelle. Les chiffres le confirment. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Psychology, les relations où chacun conserve de l'espace personnel rapportent 45% de désir durable en plus que celles basées sur une présence constante et fusionnelle. En clair, l'amour a besoin de présence, mais le désir, lui, a besoin d'espace. Vérité numéro 7, aimer, c'est accepter l'incertitude et la perte de contrôle. C'est comme marcher sur un pont suspendu dans le brouillard. Tu avances sans voir exactement où tu mets les pieds. Là, où tu mets les pieds avec la peur de tomber, mais aussi avec l'excitation de traverser. En amour, il n'y a jamais de garantie totale, et c'est précisément ça qui rend l'expérience aussi belle que terrifiante. Aimer, c'est accepter que tu ne peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas être sûr à 100% de l'avenir. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre. Tu ne peux pas éviter toute blessure. Tu ne peux pas aimer sans t'exposer. Plus tu cherches à contrôler, rassurance constante, surveillance, certitude absolue, plus tu étouffes la relation, et toi avec. Le paradoxe, c'est que le besoin de contrôle naît de la peur, mais il finit souvent par créer exactement ce que tu voulais éviter. La distance, la fuite, la rupture. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu voulais être rassuré, savoir où vous en étiez, comprendre ce que l'autre ressentait exactement. Et plus tu cherchais des certitudes, plus tu te sentais anxieuse. Puis, dans un moment de lâcher prise, tu as accepté de ne pas tout maîtriser. Et tu as ressenti quelque chose de plus calme, plus fluide, plus vrai. Parce que l'amour commence là où le contrôle s'arrête. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les personnes capables de tolérer l'incertitude émotionnelle ont 60% de relations plus stables et plus satisfaisantes, car elles vivent l'amour comme une expérience à partager, pas comme un risque à maîtriser. En clair, aimer, ce n'est pas éliminer le danger, c'est avancer malgré lui. Vérité numéro 8. Une relation saine est souvent moins intense qu'une relation toxique. C'est comme comparer un feu d'artifice à un feu de cheminée. Le premier est spectaculaire, bruyant, intense, mais il disparaît vite et peut brûler. Le second est plus calme, plus stable, moins dramatique, mais il réchauffe longtemps. En amour, on confond très souvent intensité et profondeur. Les relations toxiques sont intenses parce qu'elles activent l'insécurité, la peur de perdre, le manque, les montagnes russes émotionnelles, l'adrénaline du tout ou rien. Le cerveau adore ça, au début. Mais cette intensité n'est pas de l'amour sain, c'est une dysrégulation émotionnelle. A l'inverse, une relation saine peut sembler plus calme, moins dramatique, moins addictive, moins cinéma. Et c'est justement ce qui la rend durable. La paix émotionnelle peut paraître ennuyeuse quand on avait été habitué au chaos. Mais cette absence de tempête est en réalité un signe de sécurité affective. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une relation calme te semblait fade, alors qu'en réalité, elle ne déclenchait juste pas tes blessures. Et à l'inverse, une relation intense te faisait te sentir vivant mais aussi anxieuse, épuisé jamais vraiment en sécurité. Ce n'était pas plus d'amour, c'était plus de tension. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple and Family Psychology, les relations perçues comme très intenses au début ont 2 fois plus de risques de devenir instables, tandis que les relations basées sur la sécurité émotionnelle durent significativement plus longtemps. En clair, ce qui est calme n'est pas vide, c'est souvent ce qui est sain. Vérité numéro 9. On peut se sentir seul, même en couple. C'est comme être assis à côté de quelqu'un dans une pièce silencieuse, vous êtes deux, mais chacun est dans son monde. En amour, la présence physique ne garantit pas la connexion émotionnelle, et c'est l'une des solitudes les plus douloureuses qui existent. On peut se sentir seul, en couple, quand on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas compris, on n'ose plus exprimer ses besoins, les émotions ne circulent plus, la relation devient mécanique ou distante, on n'est plus vraiment vu et. La solitude en couple est souvent pire que la solitude seule, parce que tu attends du lien,
et tu reçois du vide. Tu te demandes ce qui cloche, tu doutes de toi, tu t'éteins doucement. Je suis sûr que tu as déjà vécu ou observé cette situation. Être avec quelqu'un, partager un quotidien, mais avoir l'impression de porter tes émotions seul. Tu te dis, je suis en couple, alors pourquoi je me sens aussi seul? Parce que ce n'est pas la présence qui nourrit, c'est la connexion. Les chiffres sont frappants. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Relationships, près de 40% des personnes en couple déclarent se sentir émotionnellement seules, malgré une relation stable en apparence. En clair, être à deux ne suffit pas. Ce qui compte, c'est d'être réellement relié et... Vérité numéro 10. L'amour durable demande plus de maturité que de passion. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. La passion te fait commencer. Mais seule la discipline, la patience et la régularité te permettent de jouer juste sur la durée. En amour, la passion allume la flamme, mais la maturité l'entretient. La passion, c'est l'élan, l'excitation, l'intensité, le désir brut. La maturité, c'est savoir communiquer sans attaquer, gérer ses émotions sans les projeter, écouter sans se défendre, poser des limites sans menacer, faire des compromis sans se sacrifier, choisir l'autre même quand c'est moins facile. Beaucoup de relations échouent non pas par manque d'amour, mais par manque de maturité émotionnelle. Parce qu'aimer sur la durée, ce n'est pas ressentir plus, c'est agir mieux. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, où l'amour était là, mais les réactions étaient immatures. Disputes répétées, fuites, reproches, silence blessant. Et à l'inverse, tu as peut-être connu une relation moins explosive, mais plus stable, plus respectueuse, plus rassurante. La différence n'était pas l'intensité des sentiments, c'était le niveau de maturité. Selon une étude publiée dans le Journal of Adult Development, les couples qui développent une maturité émotionnelle élevée ont 73% plus de chances de durer sur le long terme, indépendamment du niveau de passion initial. En clair, la passion fait commencer l'histoire. La maturité, elle, la fait durer.